Alors, Monsieur Boulet, cette exposition de jade et de nacre remporte un bon succès à Paris actuellement. Bah, au bout de 3 ou 4 jours, oui, apparemment, ça semble assez fréquenté. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Alors, cette exposition, bon, c'est un succès quand même pour vous, vous pensez. Comment vous pouvez le juger au bout de deux trois jours? Oui, parce qu'on pouvait tomber dans l'indifférence totale sur un sujet aussi difficile que la Nouvelle-Calédonie, soit une indifférence vraie, soit, soit une indifférence politique de gens qui n'auraient pas souhaité voir cette exposition pour des tas de raisons bien connues. Donc c'est pas ce qui se passe. Apparemment, beaucoup de gens viennent voir. Le vernissage a été un moment où des personnalités importantes sont venues, elles aussi manifester leur adhésion au projet. Donc c'est plutôt bien. Alors, c'est l'aboutissement, disons, de 10 ans de travaux, je crois, cette exposition. Parce que, Oh, quand même, non. Enfin, oui et non. Je veux dire, il y a en effet une dizaine d'années que, à la demande de Jean-Marie Tjibaou, j'ai commencé à faire des inventaires des objets Kanak détenus par les musées français et étrangers. Alors, je ne fais pas ça à plein temps. Je ne passe pas ma vie dans le fond des musées. Mais enfin, on a commencé en 78 à faire le tour de ces musées et à inventorier ce qui s'y trouvait. alors vous dites à la demande de Jean-Marie Tjibaou, parce qu'il avait une préoccupation culturelle, donc c'était après Mélanésia 2000. C'est tout de suite, enfin en 78, 79, c'était dans la lignée de Mélanésia 2000. À cette époque-là, il avait le projet avec Jacques Iekawé et quelques autres de faire un festival qui ne serait plus uniquement Kanak, mais qui s'appellerait Calédonia 2000 et qui rassemblerait un peu toutes les ethnies du territoire, comme on dit, les ethnies du territoire. Et puis ce projet n'a jamais abouti pour des raisons de blocage politique interne. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à mettre en place les opérations qui nous intéressent et qui, en effet, nous ont servi à préparer cette exposition de manière éloignée. Mais enfin, sans inventaire, il n'y avait pas d'exposition. Alors l'inventaire, vous avez parcouru donc plusieurs musées, et les pièces se trouvent où en général? On pourrait penser que le maximum de pièces se trouve en France, est-ce que c'est le cas? Du point de vue numérique, non, je pense pas. Il y a beaucoup de pièces en France. Mais du point de vue à la fois numérique et puis du point de vue de leur importance ou de leur intérêt, les pièces Kanak, de ce qu'on appelle pudiquement le patrimoine dispersé, sont dans toute l'Europe et en Amérique du Nord. Il y a beaucoup de choses au musée de l'Homme, il y a beaucoup de choses dans des très grands musées européens comme Berlin, comme Londres, comme Brême, Hambourg. Dans l'exposition, on a beaucoup d'objets qui nous ont été prêtés par Neuchâtel et par Bâle. Ça représente déjà un grand nombre d'objets. Vienne en Autriche, enfin bon, Pigorini à Rome possède des objets, le musée du Vatican. Bon. En France, par contre, il y a certainement une grande masse d'objets, mais qui sont tout aussi importants, sinon qu'une partie de cette masse est constituée par des objets qui ne sont pas très intéressants, si on peut dire, puisqu'il s'agit d'armes, de saguets, de casse-têtes, de massues, qui ont été ramenés par toute la cohorte des officiers d'infanterie de marine et des administrateurs coloniaux qui en général ramenaient ce type d'objet. Ils n'étaient pas très intéressés par la statuaire ou par des choses comme ça. Donc on trouve partout en France, dans n'importe, j'exagère à peine vraiment, dans n'importe quel petit musée ou grand musée de province, des pièces d'origine kanak. Hein. Alors vous avez fait justement un article dans le catalogue sur la collecte. Mmh. Et comment s'est effectuée cette collecte d'objets? Qui collectait les objets? C'était très varié. Hein. Dans l'article, j'évoque plusieurs périodes très différentes, parce que
les gens qui collectaient n'étaient pas les mêmes. Ils étaient tous européens, bien sûr, mais n'étaient pas les mêmes dans leurs projets personnels. Le capitaine Cook, le premier collecteur d'objets, n'était pas quelqu'un qui souhaitait ramasser tout ce qui se trouvait sur son passage. C'est un homme qui est resté une semaine seulement. Il a échangé des objets, en particulier des objets de parure corporelle, que les gens portaient sur la plage de balade, et puis il l'a donné en échange des chiens, des haches et des objets métalliques. Les expéditions scientifiques du 18e, c'est ça. La Billardière, qui était de l'expédition d'Entrecasteaux à la recherche de la Pérouse, ce sont des gens qui sont restés plus longtemps, plus d'1 mois, à balade toujours. Ils ont échangé, enfin dans les relations de voyage. C'est plutôt une collecte à base d'échanges, hein, où les gens attendaient des haches de fer et donnaient un certain nombre d'objets. Bon, après, on est passé à la période missionnaire. Il y avait un échange aussi, là, si on voulait, religions et idéologies diverses contre objets qui parfois servaient à démontrer en Europe l'efficacité du rôle des missions. Hein, ça s'est passé comme ça en Polynésie ou un peu partout dans le Pacifique, en Afrique aussi, hein, où on avait des petites fêtes missionnaires où on montrait aux gens d'Europe combien les missionnaires étaient efficaces, puisqu'ils ramenaient des objets conquis sur le paganisme. Donc on a cet aspect-là, encore qu'un certain nombre de missionnaires comme Lambert et Montrousier étaient de véritables scientifiques et ils ont constitué des collections. Alors ça, c'est un autre type de collecte. Là, on constitue des collections à la fin du 19e pour l'ouverture pratiquement partout en Europe pendant une période d'une trentaine d'années de tous les musées d'ethnographie. Ce qui a fait, non pas seulement sur la Nouvelle-Calédonie, mais sur tout le Pacifique, une demande d'objets considérable. À cette époque-là, on ouvre le Trocadéro, la galerie ethnographique du musée de l'Armée, les expositions coloniales, les expositions universelles, le musée de Berlin, le musée de Brême, le musée de Hambourg, tous les grands musées ethnographiques s'ouvrent en gros à cette période. Donc tout le monde, quand on fait un travail en archives, tout le monde dans ces musées écrit aux missionnaires ou aux administrateurs coloniaux partout dans le monde en disant « envoyez-nous des objets, on en a besoin pour nos galeries de comparaison ». Parce que c'est la grande période du comparatisme où il fallait montrer des pièces préhistoriques en même temps que des pièces du néolithique, des hommes néolithiques vivants, à savoir les aborigènes d'Australie, les Kanaks et les gens du Vanuatu qui avaient une bonne place dans la typologie des hommes du néolithique vivant. Les Polynésiens en étaient exclus pour d'autres raisons. Alors ça, c'est donc la fin du 19e siècle. Et ensuite, est-ce qu'il y a eu, par exemple, en ce qui concerne alors les armes, des prises d'objets, ou est-ce qu'ils ont toujours été vendus ? C'est une autre période. Donc à partir de là commence une période un peu plus complexe où se mélange la constitution de collections privées par des amateurs d'art, tout simplement, ou des amateurs d'exotisme, et puis la constitution dans ce qu'on appelle les collections par ramassage, pillage et ramassage à la suite d'opérations militaires. On a l'exemple d'un certain Morisseau qui était chef des affaires indigènes en Nouvelle-Calédonie, qui a vendu, qui a d'abord constitué sur place des collections importantes d'objets qu'on retrouve dispersés un peu dans tous les musées d'Europe. C'est-à-dire dans une collection d'un musée en Europe, on a des objets qui font partie de ces différents types de collectes, mais on tombe au musée de Berlin sur la collection Morisseau, et Morisseau, on sait d'où ça vient. Ce sont des objets qui ont été pris dans les villages, ce sont des objets, comme il était chef des affaires indigènes, c'est une période où on avait interdit aux Kanaks le port de leurs armes traditionnelles, donc il y avait des ramassages d'armes de saguets, de casse-têtes, etc. dans les villages, qui étaient entreposés quelque part à Nouméa. Il faut qu'on en fasse l'histoire de ça. Et après, c'était dispersé à droite et à gauche, soit donné, soit vendu à d'autres musées. Alors, il y a il y a des collections qui ont été constituées comme ça, bien sûr, à partir des années 1860, quoi. À partir de la mise en place d'une colonisation un peu dure. Pas dure. Alors, est-ce que c'était une collecte uniquement donc à valeur marchande ou à valeur de recherche, ou aussi une collecte à valeur esthétique à l'époque ?
Je ne pense pas qu'il y ait eu de collecte à valeur esthétique à cette époque-là, parce que le discours a changé. La collecte à valeur esthétique, ou en tout cas à valeur de curiosité esthétique, s'est faite avant. En fait, l'attitude des gens comme Cook et des grands voyageurs de la fin du XVIIIe était beaucoup plus positive, manifestant un intérêt profond pour les populations qu'ils découvraient. D'ailleurs, dans leurs rapports, les rapports sont détaillés. On donne des informations sur les objets, on interroge les gens sur leur sens et leur fonction. À partir de 1860, on ne demande plus rien du tout. On ramasse ces objets-là pour les opérations dont je vous parlais, pour montrer... Il n'y a plus aucun intérêt pour la partie esthétique, même sociologique, la fonction sociologique de ces objets. On ramasse, quoi. C'est plus une valeur marchande, alors, à ce moment-là. Oui, je ne sais pas combien, il faudrait voir. C'était négocié, c'est certain, hein. Il y a une partie des collections qui ont été revendues à cette époque, ou alors données, déposées, ou gardées dans des familles. C'est ce qu'on retrouve dans la plupart des petites villes. On a toujours un administrateur colonial, un missionnaire ou un officier qui a laissé à sa mort quelques objets au musée de la ville en question. Alors justement, vous qui avez parcouru ces différents musée. Qu'est-ce qui a guidé votre choix dans les objets pour l'exposition de Jade et de Nacre? Pour l'exposition, il y avait trois critères essentiels en fait. Le premier, c'était de trouver des pièces qui aient une valeur esthétique indéniable, puisqu'il s'agissait de faire une exposition sur l'art kanak et non pas sur la société kanak. Bien sûr, je vous concède que c'est une définition un peu réductrice ou ambiguë, mais enfin, ça peut être un critère de choix, hein. Donc, entre plusieurs types d'objets, on a choisi des objets qui avaient une qualité plastique indéniable. On peut discuter des critères. Qu'est-ce que c'est une qualité plastique? Bon, enfin, on voit à peu près de quoi on parle quand même. Ensuite, j'ai essayé de choisir entre tous ces objets, de donner la préférence à des objets qui avaient une histoire, justement. Entre deux statuettes de qualité équivalente, j'ai toujours choisi la statuette sur laquelle on avait des informations. Parce qu'elle a été collectée par le père Lambert, parce qu'elle a été collectée par la Billardière ou par Sarrazin en 1910 ou par Lénart, parce que ça parle de l'histoire de ce territoire, ça parle de l'histoire de la rencontre entre le monde européen et le monde kanak. Ça nous parle à nous aussi d'avoir cette entrée un peu historique dans l'exposition. Ce qui se vérifie auprès du public en tout cas, hein. Il y a une curiosité là qui fait que c'est aussi un mode d'approche plus désintéressé ou plus esthétisant des objets, hein. Donc j'ai plutôt essayé de trouver des pièces historiques comme ça. Puis enfin, on a fait, puisqu'il y avait cet inventaire, on a fait en sorte de manifester la richesse des fonds des musées de France, quoi, parce qu'il y avait beaucoup de choses à droite et à gauche, peu connues, inédites. C'est intéressant de rassembler les objets, parce que les objets kanak, il y a un certain nombre d'objets kanak qui sont reproduits dans tous les catalogues d'art océanien du monde depuis 50 ans, ce sont toujours à peu près les mêmes. Donc on a essayé là de trouver des choses nouvelles. Alors, est-ce que votre préoccupation a été aussi de permettre une reconnaissance de cet art, puisque vous aviez à la fois ce critère historique, esthétique, donc d'une valeur des objets? Bien sûr, c'est fait pour ça, hein, cette exposition. Elle est là pour ça. La première et la dernière qui a eu lieu s'est tenue en 1934 au Musée de l'Homme, d'art kanak uniquement, hein. Elle avait été précédée d'ailleurs d'une collecte, une des dernières collectes d'importance par le pasteur Relescure. Et depuis, rien, hein. Faut rappeler qu'en 1931, le rapport de l'exposition disait à propos de la Nouvelle-Calédonie:
il n'y a rien à présenter concernant ou venant de ce territoire, puisque aucun art, ni européen, ni indigène, pour une fois tout le monde était dans le même plat, ni indigène, ni digne d'intérêt. Donc c'était la condamnation absolue du peu d'intérêt de ce qui était produit aux yeux des organisateurs de cette exposition. Pas de celle de 34, celle de 31. Alors il faut peut-être rappeler justement que l'exposition de 1931 était une exposition d'art colonial. Coloniale, l'exposition coloniale. Alors, à l'intérieur, il y avait des sections dites artistiques. Et donc pour la Nouvelle-Calédonie, ça s'est réduit à pas grand-chose, mais surtout à des démonstrations de chant et de danse où on a fait, il y a eu des protestations de Lénart et d'un certain nombre de gens, où on a fait jouer des rôles de joyeux sauvages cannibales à un certain nombre d'instituteurs qui chantaient manifestement ce qu'on appelle les tempérances, des cantiques en fait, et qui étaient interprétés ou dits dans la presse à sensation de l'époque comme des chants des sauvages, etc. Des chants guerriers. Oui, c'était épouvantable. Alors justement, c'est à cette occasion que a été construit le musée, Oui. Dans lequel sont exposés aujourd'hui les objets. Alors, c'est presque, bon, c'est Rolla qui dit ça, je crois, dans Le Monde, c'est presque un pied de nez à l'histoire, parce que ce musée, on va refaire peut-être rapidement l'histoire, il a été inauguré à l'occasion de l'exposition de 1931. Oui, tout à fait, oui. Alors, il ne s'appelait pas comme ça, je crois que c'était un pavillon. Un musée, oui, c'était pas un... C'était un pavillon de l'exposition, c'est un des derniers qui reste encore debout, hein, puisque tout le bois de Vincennes a été complètement bâti de pavillons. Donc c'était plutôt l'espace de réception. Hein. Et il est devenu tout de suite après donc musée des colonies, musée de la France d'outre-mer en 58, en 63 Malraux l'a fait devenir le musée des arts africains et océaniens. Et il va peut-être devenir bientôt le musée des arts d'Afrique et d'Océanie. Et vous êtes conservateur dans ce musée pour la partie Océanie. Oui. Depuis combien d'années à peu près? Depuis 82. Est-ce qu'il y a un objectif qui est donné pour les arts océaniens, parce qu'ils sont moins représentés quand même que les arts africains dans le musée? Oui, parce que très curieusement, ce musée est d'une pauvreté incroyable concernant les objets des ex-colonies françaises ou de la Nouvelle-Calédonie par exemple. On a très peu de choses. Je ne sais pas pourquoi, c'est une curiosité. Par contre, il y a énormément de choses africaines, évidemment, de tout l'empire français d'Afrique occidentale. Mais pour l'Océanie, c'est d'une pauvreté époustouflante. On a à peine une trentaine d'objets de Nouvelle-Calédonie. Il y a un peu plus de choses pour le Vanuatu, mais pour la Polynésie, on n'a rien. Donc, c'est curieux. Donc on a constitué des collections depuis les années 60 avec Malraux, constitué des collections plutôt par achat, soit par mission de terrain en Nouvelle-Guinée, soit par achat en vente publique ou en galerie. Ce qui fait que ce n'est pas une grosse collection. On a des pièces de qualité, mais ce n'est pas une grosse collection. Il y a un tout petit musée d'art océanien, à côté des grands musées comme... Nous, on doit avoir 4000 pièces, rapidement dit, hein, d'art océanien. Un musée comme Hambourg, c'est plus de 30 000 pièces. C'est aucune comparaison avec les grands musées européens. Alors pour en revenir peut-être aux objets qui sont exposés, qui ont tous une valeur symbolique, qui sont appelés par exemple les choses de notre pays par Marie-Claude Tubaou dans le catalogue. Bon, comment ces choses deviennent des objets d'art en somme pour quelqu'un comme vous qui doit les exposer? C'est un peu compliqué comme question. Où est-ce que la valeur symbolique reste de ces objets? Bien sûr, je crois que ces objets ne sont pas de simples œuvres d'art. Mais toute œuvre d'art a une valeur symbolique. Enfin bon, on rentre dans un débat un peu difficile là, et un peu quelquefois sujet à digression un peu pas très intéressante. Mais enfin, la primeur est quand même donnée à des objets ici qui ne sont pas strictement des témoins et uniquement des témoins de la vie quotidienne.
Il n'y a pas de panier, il n'y a pas d'hameçon, il n'y a pas de pelle, il n'y a pas de choses dans ce genre, parce qu'il ne s'agissait pas de décrire de A à Z le fonctionnement d'une société. On n'est pas au musée des arts et traditions populaires, ni au musée de l'homme, hein. Ici, on essaie de parler plutôt donc de ce qu'on appelle des œuvres d'art, comme les flèches fêtières. Prenons les flèches fêtières, elles sont faites, ou elles étaient faites par de très grands sculpteurs, par des sculpteurs professionnels entre guillemets, en tout cas par des gens qui maîtrisaient leur art, qui étaient objets de commande. On leur demandait de sculpter et ils étaient rémunérés en monnaie traditionnelle. Enfin, ils avaient un statut dans la société, des conditions de production que l'on peut étudier, sur lesquelles on peut réfléchir. Il y a une circulation des œuvres d'art, les gens les échangent, etc., qui n'a pas du tout le même sens ni le même statut que la circulation des biens de consommation courante, par exemple. Donc c'est à partir de critères de ce type-là qu'on peut déjà faire le tri. Et en ce qui concerne les bambous gravés, par exemple, est-ce qu'il y a une période bien déterminée où ils ont été fabriqués? Ou alors, oui. C'est assez particulier, hein, les bambous gravés, c'est un mode de figuration. D'abord, c'est un mode de figuration unique dans l'art kanak, puisqu'on représente un certain nombre de scènes, soit de la vie quotidienne traditionnelle, des deuils, des mariages, des danses, des cases, des constructions de cases, des pêches, des pirogues, des choses comme ça. Et puis on représente un certain nombre de scènes mélangées avec les scènes de la vie européenne qui frappaient beaucoup les Kanaks qui les regardaient vivre. On a des dessins de bateaux à vapeur, du télégraphe de chape, de fusils, d'objets de ce type, ou d'animaux comme les chevaux qui intéressaient les gens, qui les intriguaient beaucoup. Et c'est, semble-t-il, un art qui a pris appui sur une tradition ancienne, mais qui d'un seul coup s'est développé au moment du contact. Ce sont des hypothèses, puis qui a disparu très rapidement au début du siècle. Alors justement, certains de ces objets ne sont plus fabriqués aujourd'hui. On peut dire pratiquement tous, hein, à part les monnaies qui circulent et qui ont une utilité, une fonction sociale bien contemporaine. À part les monnaies traditionnelles, on refait un peu de sculpture, on refait quelques flèches fêtières. Et là, ça viendra pour des raisons liées à la présence coloniale. Les sculpteurs ont perdu une grande partie de leur mémoire des formes, et les copies ou les productions actuelles ne sont, en tout cas en sculpture, que je connais quand même un petit peu, ne sont pas à la hauteur des productions de leurs ancêtres. Mais à Nouméa, c'était émouvant et important de voir de jeunes sculpteurs tourner autour des statuettes de leur grand-père qu'ils n'avaient jamais vu, puisqu'il n'y en a pas au musée de Nouméa. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Ah oui, il faut que les gens se réapproprient toute une part de leur patrimoine. Bon, on peut faire aussi du dessin ou de la peinture. On n'est pas obligé de refaire des choses éternellement liées à la tradition. Mais n'empêche que dans le fond de la tête des gens, même si on ne refait pas des flèches fêtières, il est important de retrouver la mémoire de ces flèches fêtières. Et cette exposition là-bas à Nouméa a eu un impact important de ce point de vue-là. Vous, quand même, vous êtes resté pas mal de temps à Nouméa pour mettre en place l'exposition. Oui, 1 mois et demi. Ouais. Alors, là-bas, par exemple, qu'est-ce que vous avez ressenti au niveau de l'accueil? Parce que ça a été précédé d'une coutume, l'inauguration. À l'inauguration elle-même, oui. Oui, c'était important, ça, ce qui s'est passé là. Mais Emmanuel Casarero vous en parlera mieux que moi. En effet, les objets ont été accueillis coutumièrement, ou en tout cas les gens du Sud, maîtres des terres du Sud, ont accueilli sur les terres du musée, qui sont des terres du Sud, les gens de toutes les autres régions et les objets qui les représentaient en fait, parce que ces objets viennent de toutes les régions, du Nord, enfin un peu de partout. Et donc cette inauguration coutumière
s'est fait avant l'inauguration officielle, ça a eu un sens aussi. Donc ça c'était important parce que ça conditionnait plein de choses sur la manière dont l'exposition serait vue par les Kanaks, la manière dont les objets seraient regardés comme passagers seulement puisqu'ils devaient repartir. Et là, le travail d'Emmanuel Casarero et de son collègue a été très important puisqu'ils ont tourné en Nouvelle-Calédonie, dans toutes les communes, les villages, les tribus pendant 1 mois et demi ou 2 mois pour informer les gens du sens de ce retour au pays, de ces objets. Sans ce travail, on se comportait comme le technicien, conservateur technicien de base qui prépare une exposition et qui ne prenait pas en compte le fait que ces objets avaient une vie, que ces objets avaient un sens pour une société vivante et qu'on n'était pas là pour faire de la reconstitution historique. Enfin, on ne faisait pas une exposition sur la peinture du XVIe siècle, là il y avait des implications plus importantes. Donc ça a été fait comme ça à Nouméa et c'était bien. Ça a été un choix pour vous d'inaugurer l'exposition à Nouméa avant Paris? Ah oui, tout à fait, oui. Bien sûr. Oui. C'est un choix du ministère, c'est un choix de tout le monde. Enfin, tous les artisans vrais de l'exposition tenaient et ont défendu ce point de vue que cette exposition se fasse d'abord à Nouméa et ensuite seulement à Paris. Et alors pour vous, l'Européen qui arrivait avec tous ces objets qui représentent l'art kanak, vous êtes perçu comment là-bas? Est-ce que vous l'avez ressenti? Vous savez pas. Il faudra demander à mon collègue qui est là. Je ne sais pas, peut-être une sorte de voyageur de commerce de l'art kanak dans le monde, je ne sais pas. Moi j'étais très ému après quand même un certain nombre d'années de recherche dans les musées, le fait d'avoir pu rassembler toutes ces pièces malgré un certain nombre de difficultés techniques. Et il n'y a pas que les difficultés techniques pour envoyer des objets en Nouvelle-Calédonie, vous en doutez bien. Il y a eu des réticences. Bien sûr, il y a des objets qui n'ont pas pu venir parce que les musées n'avaient pas confiance dans le territoire ni dans les gens qui l'habitaient, ou alors ils avaient peur que les objets ne reviennent pas, ou bien ça leur paraissait trop loin, trop difficile, trop dangereux pour la bonne santé des objets, parce que ça, je vous parle en technicien, les objets qui sont conservés en Europe sont conservés dans des conditions hygrométriques plutôt sèches. Et on arrive là-bas en milieu tropical et on a tout simplement le danger de voir exploser les objets de bois qui vont se gorger d'eau d'un seul coup. Donc il y avait aussi des problèmes techniques à résoudre qui n'étaient c'est pas très évident. Donc on a eu des gens qui ont dit non, on ne prend pas le risque. Par contre d'autres très enthousiastes, comme le Grand Musée de Bâle, il faut souligner leur geste, sans réticence, ont d'abord accepté pour Nouméa en disant on verra après pour Paris. Ils n'ont accepté pour Paris qu'après. Donc ils étaient d'abord d'accord sur le principe, vraisemblablement. Derrière leur tête, il y avait une sorte de restitution symbolique. Ça leur paraissait normal que ça commence là-bas, puis après on verrait quoi. Mais il y a puis il y a des petits musées en France, comme le musée de Pithiviers, Pithiviers à côté d'Orléans, une toute petite ville, qui a une collection. Ils étaient prêts à nous donner tout le musée, toute la collection pour l'emmener là-bas, tellement ils étaient contents de contribuer à ce travail. Donc c'était plutôt émouvant de pouvoir faire ça. Maintenant, comment ça a été reçu dans le fond du cœur des gens sur place, ça je ne saurais pas le dire. On posera la question peut-être à quelques chefs ou exactement, ça sera beaucoup plus. Ou à des gens. Et alors maintenant, pour juste peut-être une question personnelle, est-ce que justement de vous occuper de l'Océanie, je crois que vous êtes occupé d'autres pays avant de vous intéresser à l'art océanien. Qu'est-ce que ça vous a... Non, c'est l'Océanie, votre domaine. Oui, tout à fait, oui. Plutôt centré là-dessus, et la Nouvelle-Calédonie en particulier, parce que j'ai d'abord travaillé sur l'architecture kanak traditionnelle, avant de me préoccuper des voisins des Kanaks. Alors, peut-être en 2 mots, l'architecture de l'art kanak, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est très originale par rapport au reste du Pacifique. C'est d'abord une architecture qui était
de l'ordre de celles des grandes maisons du CEPIC en Nouvelle-Guinée, ou de celles des grandes maisons indonésiennes, ou de celles des grandes maisons fidjiennes, par exemple. C'est une architecture donc, qui justifiait pleinement l'existence de ces sculpteurs formidables qui produisaient ces flèches faîtières ou les chambranles des portes, etc. Et puis c'est une architecture qui a un sens, c'est un symbole puissant de la société kanak, la grande case, qu'on appelle la grande case. Elle est à la fois bien en homogénéité avec tout le monde mélanésien qui entoure la Nouvelle-Calédonie, et puis elle est à la fois très originale dans sa conception technique et esthétique. Alors c'est une architecture quand même fragile parce qu'elle est construite avec des matériaux qui sont moins solides, disons, que la pierre. Face au cyclone, c'est encore les grandes cases qui tiennent le mieux. Hein. La paille s'en va, mais la structure reste très très solide. Et alors, est-ce qu'actuellement il y a encore justement, est-ce que ce mouvement architectural a été stoppé, freiné actuellement? Oui, sur la Grande Terre, ce mouvement architectural, on a arrêté de construire des grandes cases pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que les uns disaient que c'était le signe du diable, les autres disaient que c'était insalubre, les autres les brûlaient dans les cas de répression violente. Enfin, tout ça a fait que cette architecture traditionnelle de ces grandes cases qui pouvaient atteindre une vingtaine de mètres de haut a été nettoyée. Toute cette tradition a été nettoyée en un siècle et demi, quoi. Enfin, oui, même plus rapidement que ça. On n'a pas construit de grandes cases. On a construit des grandes cases jusqu'en 1910, par là, disons début du XXe siècle. Alors depuis 1974, depuis Mélanésia 2000, le mouvement indépendantiste, le mouvement de reconquête culturelle a déclenché la reconstruction d'un certain nombre de bâtiments de ce genre, comme ceux qui ont été construits à Yingen en 1984 par Jean-Marie Tjibaou, sous l'initiative de Jean-Marie Tjibaou pour le centre culturel. Là, on a eu, depuis très longtemps, on a vu arriver ces deux grandes cases magnifiques qui sont construites selon la tradition, sauf quelques détails techniques. Et c'est tout. Par contre, il faut dire qu'aux îles Loyauté, la construction traditionnelle des grandes cases rondes n'a jamais cessé, par contre. Alors vous êtes intéressé à l'architecture traditionnelle, mais est-ce que vous avez eu l'occasion de porter un jugement, de voir ce qui se passait dans la ville de Nouméa? Vous voulez me parler de l'architecture européenne? Est-ce qu'il y a une architecture à Nouméa? Oui, c'est dur. C'est pas beau, Nouméa, hein, c'est pas une belle ville. Le site est splendide, mais il n'y a pas d'architecture, c'est du béton. Hein. Alors les quelques petites maisons coloniales très, très jolies qui restent sont toutes en voie de disparition rapide. Non. Mais je crois que Jean-Marie Tjibaou avait une opinion définitive sur la question en regardant Nouméa du haut de son bureau. C'est vrai qu'il n'y a pas de réussite. Enfin, je pense que c'était pas le problème. C'est pas le problème. Non, là, je crois que les Kanaks ont beaucoup perdu. Il y avait un mauvais exemple sous les yeux et puis ils ont perdu une grande part de leur tradition architecturale. Oui, parce que justement l'influence, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler l'évolution des traditions que vivent actuellement les jeunes, que ce soit au niveau de la musique, de l'architecture ou autre, ou de la sculpture, justement auprès de quel modèle ils peuvent se rattacher? Je crois qu'ils sont en train de faire un mélange de tout ça dans leur tête. Et c'est assez complexe, oui, sûrement. Parce que vous choisissez donc d'exposer ce que vous estimez être très valable du passé. Est-ce que c'est aussi pour que les jeunes s'y rapportent, qu'ils en soient fiers et qu'ils essaient de s'en inspirer? Chacun fait ce qu'il veut de son patrimoine. Moi, mon travail consiste, je ne veux pas aller au-delà de ça.
on rassemble des objets, on essaie de trouver des objets qui soient de qualité, parce que je ne suis pas le seul à juger de ça. Et puis il y a d'autres critères qui viennent en jeu pour... bon. Et après, ben, les Kanaks ou les gens qui regardent ça, ils en font leur affaire. Moi, je n'ai pas à être pédagogique là-dessus. Je me dis, par exemple, il n'y a pas de statuette au musée de Nouméa. Je trouve que vraiment, il y a une richesse à cause des inventaires. Il y a une richesse de création dans ces statuettes qui sont toutes variées, très drôles, très... ben, je vais faire en sorte d'en montrer 40 côte à côte pour la première fois, voilà, au lieu d'en montrer 2. Par exemple, bon, tout le monde estime que les masques, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Ma même chose, au lieu d'en montrer 2, on va fouiller un peu à droite et à gauche pour montrer des variantes, pour essayer d'enrichir l'image qu'on a de ce type de production qui a évolué dans le temps. J'ai essayé aussi de montrer que l'art de Nouvelle-Calédonie, ou comme d'ailleurs ça rejoint tout le grand discours actuel sur l'art primitif, entre guillemets, n'est pas un art ni anonyme, ni un art sans histoire. Les formes ont évolué, les gens aussi, ils ne sont pas ad vitam aeternam les mêmes formes, donc tout ça doit s'inscrire dans l'histoire aussi. On essaie de faire ça, moi j'ai essayé de faire ça aussi. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça. Bon, maintenant, comment les gens le lisent, c'est un peu leur... je suis une sorte de catalogue des ressources, et puis après, vous vous débrouillez quoi, de ça. Et le public français, est-ce que vous avez eu déjà des réactions? Parce que, bon, oui. Est-ce qu'on le considère comme un art primitif parmi les autres, dans le public français, ou est-ce qu'au contraire, il y a des implications beaucoup plus profondes, culturelles, d'analyse? Ce que j'ai découvert là, c'était déjà valable à Nouméa, mais ici, en 3 jours, les réflexions que j'ai eues, même de gens qu'on peut catégoriser dans les intellectuels, ou des gens avertis, c'est leur étonnement de la diversité et de la richesse. Pour moi, ça a une implication considérable, parce que le fait de percevoir un art comme étant divers et riche le fait sortir immédiatement de la problématique du primitivisme. Primitivisme, ça existe parce qu'on a 1, 2, 3 exemplaires. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais d'un seul coup, on a affaire à un art avec un éventail, avec des variantes, avec donc des sculpteurs différents, des gens qui avaient... Bon, ça change tout en fait. Et là, c'est ce que disent la plupart des gens qui avaient vu des objets Kanak dans des expositions d'art océanien. Mais dans une exposition d'art océanien, on montre des objets de Nouvelle-Guinée, des objets des îles Salomon, des objets polynésiens. On en a fait une en 85, une exposition d'art océanien. Il y avait 6 pièces Kanak sur 250 pièces océaniennes. Avec 6 pièces Kanak, on n'explique rien. On donne une très vague idée. Comment résumer la culture du sud méditerranéen avec 3 objets? Mais personne n'oserait faire ça en Europe. Et d'un seul coup, tout le monde découvre un monde plutôt qu'un échantillon au fond d'un panier, quoi. Alors donc vous pensez qu'avec cette exposition, vous pouvez changer quelque chose dans la mentalité française vis-à-vis des Kanaks? Ah ben j'espère, oui. C'est vraiment fait pour ça. Si ça fait rien, je peux qu'il y ait des gens qui soient complètement fermés à ce genre de choses, mais en tout cas les gens qui... moi je travaille par exemple avec les étudiants de l'école du Louvre ou de l'école du patrimoine. Ils sont en train de faire le tour de l'exposition là. Même ces gens qui ont déjà 1 ou 2 ans de formation dans le domaine des arts africains océaniens sont très étonnés, n'en reviennent pas, quoi. Ils se disent mais c'est pas tout ça, c'est incroyable. Il y a les haches de jade, il y a toutes ces statuettes avec leurs formes différentes, toutes ces flèches fêtières. Enfin, oui, c'est encore une fois, on découvre un monde plutôt qu'un échantillon qu'on classe comme art mélanésien. C'est pourquoi, je pars peut-être dans un autre débat, mais qui est très d'actualité, c'est pourquoi je trouve fondamentalement réducteur, voire même insupportable, l'idée qu'on puisse, pour des raisons médiatico et de bonne volonté,
présenter l'art des pays africains et océaniens au Louvre, ce qui est réclamé à grands cris par un certain nombre d'intellectuels en ce moment. Je trouve incroyable cette position, qui est une position ethnocentrique épouvantable, de pouvoir résumer 2 continents, puisqu'ils demandent 50 objets au Louvre, avec ça, mais c'est se moquer du monde, enfin c'est se foutre de toutes ces cultures, enfin, c'est ridicule, vraiment, là je ne comprends pas ce débat qui me paraît être d'un autre âge, quoi. La position esthétisante et uniquement esthétisante n'est pas tenable non plus, ça renvoie tout le choix des objets et toutes ces sociétés à la seule évaluation des vibrations personnelles du public ou des conservateurs ou des amateurs d'art. Je trouve ça, je ne sais pas comment le qualifier, mais je trouve incroyable qu'on puisse tenir une position pareille. Oui, parce que vous, votre attitude, c'est non seulement la muséographie, si on peut dire, ou je ne sais pas comment on dit, si c'est le bon terme. C'est bien comme ça. Oui. Et puis en même temps, tout le côté humain, culturel en général. Moi, je crois, oui, que, je sais pas, en Europe, on se préoccupe de savoir qui était Gauguin, qui était Degas. Enfin, on ramasse des photos, on essaie de connaître son histoire, on fait des films. Alors, malgré tout, on n'a pas une position uniquement d'admiration esthétique devant le tableau. C'est pas vrai, ça n'existe pas, ça. Mais donc, le revendiquer pour les objets, justement, d'art primitif, ça me paraît être un débat ancien, très ancien. Donc c'est pour cela aussi que vous cherchez à faire une animation, enfin une culturelle autour de l'exposition, avec quelqu'un qui explique l'histoire, oui. Des débats, et enfin habiller tous les objets de l'environnement culturel en même temps. Donner des clés de compréhension, quoi. Hein. C'est une société qui est derrière. Alors on n'est pas au musée de l'homme, on ne va pas expliquer la société kanak, de toute façon j'en suis incapable et ça me paraît être complètement c'est très difficile, quoi, à faire. Par contre, on a le devoir de donner des clés de compréhension aux gens. Alors, on fait un effort sur l'exposition tout particulier sur les enfants. Parce que là, on a, je trouve, la vocation à faire tomber un certain nombre de stéréotypes épouvantables sur les sociétés exotiques. Donc, je crois qu'on a du travail, hein. Il faut qu'on dépasse ce qu'on entend comme commentaires de la part des professeurs ou des animateurs qui promènent les enfants, les groupes d'enfants dans le musée, où on tourne toujours autour des totems, des mâts de torture et autres discours du genre Tintin au Congo. Enfin, il va falloir qu'on arrive à passer la vitesse supérieure un jour. Donc sur l'exposition là, on fait un effort, il est peut-être insuffisant, mais enfin c'est fait pour ça. Vous pensez que c'est encore très ancré dans les mentalités françaises, cet esprit Tintin au Congo? Bien sûr, bien sûr, bien entendu, massivement. Donc là il y a du travail pour faire un petit... Et en effet, on a beaucoup de retard accumulé.